Voilà, bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais maintenant partager mon écran et nous allons pouvoir commencer ce webinaire sur la santé mentale avec Claire Garin, que j'ai le plaisir d'accueillir pour cette première session webinaire Bella Ciao avec une guest pour parler de ce sujet qui nous tient beaucoup à cœur et sur lequel on travaille depuis de nombreux mois, à savoir la santé mentale. Donc, on va apporter plus. Est-ce que là, je pense que. Je ne sais, est-ce que vous voyez mon écran? Non, pas encore. Non, pas encore. Ok, tout arrive. La technique. Normalement, vous voyez mon écran. Est-ce que là, vous voyez mon écran? Oui, je vois des pouces qui se lèvent. Merci. C'est un webinaire participatif. Voilà, normalement, c'est tout bon. Est-ce que vous voyez mon écran? Voilà, avec vos petites trombines. Voilà. Donc, hop, je vais. Non, là, vous êtes trop grand. Je vais. Alexandra. Voilà, là, c'est bon. Est-ce que c'est bon? Oui, on est bon. Je vérifie sur ma voisine, tout va bien. Bon, alors, donc on n'est pas les pros de la technique, mais on est quand même les pros sur le sujet de la santé mentale qu'on va traiter aujourd'hui. Donc, bienvenue à toutes et à tous. Donc, aujourd'hui, ce que l'on vous propose pour ce webinaire qui va durer à peu près 45 minutes, on va se présenter, on va vous parler de la santé mentale et de ce qu'elle représente, qu'est-ce que l'on englobe dans ce terme-là, à savoir que sur 2025, donc elle est positionnée comme grande cause nationale au niveau du gouvernement, donc on va rentrer un peu dans ce détail avec Claire. Ensuite, en point numéro 3, on verra quelles sont les solutions concrètes pour pouvoir les gérer au quotidien, que le soit particulier ou professionnel. Et ensuite, on prendra un moment pour parler et échanger sur vos questions et les réponses auxquelles qu'on pourra vous apporter. Donc déjà, eh bien, écoutez, qui sommes-nous? Donc, pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas, en tout cas chez Bella Ciao, on est une agence de communication qui est spécialisée en communication responsable. On traite des thématiques RSE et RSO, donc de la responsabilité sociétale des entreprises et des organisations. Et nous avons un catalogue de personnalités inspirantes qui interviennent auprès des entreprises et des institutionnels pour traiter des sujets qui sont orientés sur les enjeux environnementaux et sociétaux. Et nous avons donc différentes catégories, à savoir des scientifiques, un pôle économie, un pôle santé mentale et un pôle entrepreneuriat. Et c'est avec beaucoup de joie qu'aujourd'hui, je vous présente donc un peu l'inauguration de ce pôle santé mentale avec l'intervention de Claire, puisque ça fait, comme je vous le disais en introduction, de nombreux mois que nous travaillons sur ce pôle. C'est un sujet qui est pour moi essentiel et très, très important. Et je suis ravie qu'en 2025, ce sujet soit porté au plus haut niveau pour être mis sur le devant de la scène et davantage vulgarisé, car on a toutes et tous ou été touchés ou avoir dans son environnement professionnel ou personnel des personnes qui peuvent être touchées par un aléa dans la vie de santé mentale qui a besoin, qui montre qu'on a besoin d'aide. Et je pense que c'est important que ce soit traité par la société, parce que c'est pas des choses qu'on apprend à l'école, mais c'est des choses qu'on apprend dans la vie pro et dans la vie perso. Donc voilà, c'est un point essentiel pour nous. Et ce pôle santé mentale, on est vraiment très heureuse de pouvoir le présenter aujourd'hui à nos clients. Donc vous retrouvez la petite trombine de Claire ici. Voilà, donc aujourd'hui, le pôle santé mentale, il est composé de 4 intervenants experts qui traitent sur l'humain, sur l'éco-anxiété et les approches émotionnelles, la santé mentale sous toutes ses formes, on vous en parlera tout à l'heure avec Claire, et aussi tout ce qui va être la conscience et l'action. Et voilà, donc ça fait partie des choses que l'on structure. Et je passe la main à Claire pour qu'elle puisse vous présenter qui elle est et pourquoi on est très heureux de l'accueillir aujourd'hui pour ce webinaire. Alors moi aussi, je suis très heureuse d'être là et merci de prendre le temps de partager ça ensemble. La santé mentale, moi, c'est un sujet vraiment qui me passionne. Du coup, je pourrais en parler des heures, mais là, on en parlait pendant 30 minutes, en l'occurrence. Et donc, moi, je suis formatrice aujourd'hui et auteure de plusieurs livres. Et le sujet principal sur lequel je travaille, c'est l'activisme sacré.
L'activisme sacré, ça peut ne pas être clair comme terme, c'est l'endroit où on vient voir comment se rejoignent les problématiques de bien-être individuel, donc notre santé physique, notre santé mentale, la spiritualité, avec les problématiques d'engagement pour la justice sociale et économique. Aujourd'hui, c'est deux choses qui sont souvent séparées. Moi, je crois qu'il faut profondément les relier, donc c'est ça les enjeux de mon travail. Et dans tout ça, il y a une chose que je fais pour laquelle je suis connue, c'est que je suis connue comme la voix du Koya en France, qui est une pratique de mouvement. Donc c'est une pratique qu'on peut imaginer plutôt une pratique de bien-être, mais que je développe justement comme une pratique engagée, pour voir comment cette pratique qui a l'air d'être du bien-être individuel peut aussi s'engager dans des enjeux bien plus grands et faire partie des piliers d'une forme de justice sociale et environnementale. Donc au départ, moi j'ai travaillé pendant 10 ans avec des personnes en situation de précarité et dans la santé mentale. Donc dans des centres d'hébergement, j'étais éducatrice spécialisée, ensuite responsable de service. J'ai fait ça à Montréal et en France. Et puis, il y a à peu près 10 ans, en 2016, j'ai shifté de carrière pour aller plutôt dans le domaine de la spiritualité et de la santé mentale pour les individuels. Donc là, je suis devenue entrepreneur et j'ai commencé à développer cette pratique du Koya et puis à développer des formations autour de la santé mentale, autour de ces enjeux-là et comment les relier aux problématiques sociales. Est-ce qu'on peut shifter de slide? Super. Donc, aujourd'hui, si vous avez déjà vu ma trombine, ça peut être en lien avec le Koya, puisque les gens m'appellent la fille du Koya. Et donc, du coup, j'ai développé cette communauté. Je forme les facilitatrices de Koya partout en francophonie, un peu partout dans le monde aussi. J'ai donné beaucoup de retraites partout dans le monde. Et avec cette idée de voir comment on peut passer d'une pratique individuelle à une pratique collective. Je suis aussi sophrologue, je suis aussi enseignante de yoga nidra, facilitatrice de labyrinthe. Là, on entre dans des choses qui peuvent avoir l'air plus obscures, mais qui, en l'occurrence, contribuent pour moi largement. Et le domaine qui me touche vraiment, c'est de voir comment on peut aller vers une spiritualité qui soit inclusive et engagée, donc qui ne soit pas quelque chose qui soit de l'ordre du bien-être et du loisir qu'on fait juste pour soi, mais qui soit vraiment un pilier et un peu le marchepied de créer une société différente, qui parle à nos fondements, qui fait qu'on est des personnes plus solides, qui fait qu'on est des personnes qui ont une conscience collective qui est plus importante, qui nous permet de faire ce qu'on a à faire en collectif, de se mettre au service dans notre travail, dans notre vie, etc. Et donc, le terme que j'utilise le plus, ça va être le terme d'activisme sacré, qui est aussi le terme de mon dernier livre autour de ces enjeux, de comment réunir les deux ensemble. Voilà à peu près d'où j'arrive. Merci beaucoup, Claire. Je vais juste vérifier qu'il n'y a pas des personnes qui attendent. Je ne sais pas si j'ai... Parce que j'ai pas les... Oui, non, c'est bon. J'ai pas le... Hop, je reviens. Donc, par rapport à la santé mentale, voilà, donc on va détailler un petit peu qu'est-ce qui est englobé dans la santé mentale aujourd'hui, en tout cas en France, et pourquoi c'est important de parler de ce sujet, puisqu'on grandit tous sur ce sujet progressivement, mais il y a quand même des chiffres clés qui parlent et qui sont essentiels d'entendre. Selon une étude qui a été faite par Opinionway, donc il y a 80% des salariés qui déclarent souffrir de fatigue mentale liée aux exigences et pressions dans leur travail. Donc c'est pas rien. Et vous verrez, il y a d'autres chiffres qui sont aussi quand même étonnants et qui alertent et qui méritent qu'aujourd'hui, ben voilà, on s'arrête clairement sur le sujet à tout niveau. C'est déjà le prisme européen, à savoir qu'il y a 27,1% d'Européens de 16 à 85 ans qui ont souffert d'un trouble psychique dans les 12 derniers mois. Donc, c'est pas moins de 118 millions de personnes, donc c'est quand même pas rien. Les 80% dont je vous ai parlé juste avant, 43% des salariés qui estiment que leur entreprise ne prend pas assez en compte les situations de souffrance psychologique. Donc, voilà, pour celles et ceux qui ont eu un poste de salarié ou qui le sont aujourd'hui, ça doit peut-être faire écho, en tout cas d'une personne de votre entourage qui a pu être dans une situation de souffrance psychologique. L'entreprise l'a accueilli, comment ça a été géré par les managers, par les RH, voilà, ça fait forcément écho dans votre univers personnel. 22% des longs arrêts maladie sont liés à des troubles psychologiques ou à une grande fatigue. Donc, ça représente aussi pour l'entreprise, sur ce volet-là, un impact important, hein, puisque qui dit des arrêts longs maladie, ça veut dire aussi des personnes qui ne sont pas présentes, des déséquilibres dans des services, des tâches qui ne peuvent pas être réalisées et nécessairement aussi des postes qui ne peuvent pas être comblés. Donc, on connaît ça tant au niveau managérial que RH, c'est pas simple à gérer.
Et 22%, c'est quand même déjà un point important. Et 20,5% des arrêts prescrits en 2022 sont engendrés par un syndrome dépressif. Donc voilà, c'est quand même un point essentiel à structurer. Et je vois en même temps une jolie petite faute d'orthographe qu'on va s'empresser de corriger sur la version définitive. Donc voilà, donc en tout cas, c'est des chiffres qui sont marquants et qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui. Donc Claire, je t'en prie, qu'est-ce que concrètement ça représente aujourd'hui la santé mentale? De quoi on parle? Oui, alors la santé mentale, c'est un terme qui peut être assez nébuleux. On ne sait pas exactement de quoi on parle. Et aujourd'hui, moi, des choses dans lesquelles je crois profondément, c'est que tant qu'on laisse la santé mentale au rang de l'intime et qu'on considère que c'est l'individu seul qui doit s'en dépatouiller, tout le monde se sent mal à l'aise avec ce sujet et on ne sait pas comment répondre. Comme on ne sait pas comment répondre, ça induit les chiffres qu'on vient de voir ensemble. Donc en premier, moi, ce que je vous propose, c'est juste de très très rapidement de voir de quoi on parle quand on parle de troubles psychiques pour déjà un peu clarifier qu'est-ce qui est dedans, qu'est-ce qui n'est pas dedans. Dans les choses les plus courantes qu'on entend le plus ou qu'on vit le plus, ça va être les troubles dépressifs, donc la dépression, le burn-out, les troubles anxieux, donc qui vont comprendre les différentes formes d'anxiété, dont l'éco-anxiété par exemple, ou les symptômes post-traumatiques. Quand on parle de symptômes post-traumatiques, ça va être par exemple, j'ai eu un accident de voiture, je n'arrive plus à monter dans une voiture. Donc ça va impacter nécessairement ma capacité à travailler, ma capacité à être en lien. Ça peut parler aussi des phobies les plus marquantes. Donc si j'ai une phobie qui fait que je n'arrive plus à aller dans tel environnement ou je mets en place des stratégies d'évitement, nécessairement, ça a un impact important. Ensuite, un faible pourcentage de la population, mais un gros impact sur les environnements collectifs, c'est les troubles psychotiques. Donc là, ça va recouper la schizophrénie, les troubles bipolaires ou les troubles qui sont plus durables. Et on va aussi retrouver les troubles liés à la consommation de substances. Donc dans les troubles psychiques, on met aussi les troubles liés à l'alcoolisme, aux substances psychotropes, etc. Là, je vois qu'on a renommé troubles anxieux, mais ce n'est pas troubles anxieux en numéro 5, c'est les crises psychiques. Et la dernière changer aussi. C'est ça. En termes de troubles psychiques, une des choses qui a un impact pour nous, c'est les moments de crise. Donc, quand la santé mentale est détériorée de façon plus longue, si on pense par exemple à une dépression, il y a les crises qui vont être par exemple une attaque de panique. Comment on réagit quand il y a une attaque de panique? Comment on réagit dans les cas de crise suicidaire? Comment on réagit quand il y a une crise liée à la consommation de substances? Donc ça, il y a deux états différents qu'on va vraiment déterminer dans les troubles. Est-ce qu'on est sur une action qui doit être rapide ou est-ce qu'on est sur une action qui est plus lente en termes de troubles? Si on peut passer à la slide suivante. Et du coup, moi, ma théorie, ce en quoi je crois profondément, donc je vous le disais à l'instant, c'est qu'il faut sortir la santé mentale de l'intime pour l'amener à tous les niveaux de la vie. La santé mentale, elle impacte tous les niveaux de la vie. Elle impacte l'individu, elle impacte les relations, donc elle impacte les relations avec notre famille, elle impacte les relations avec la façon dont on éduque nos enfants, dont on est avec notre conjoint, elle impacte la façon dont on se comporte dans notre entreprise. Ça va impacter notre capacité à nous inscrire dans un collectif. Quand il y a une souffrance mentale importante, alors très souvent, l'individu va être tourné sur comment essayer de résoudre ma souffrance et comment essayer de trouver des stratégies à juste passer à travers ma journée. Donc, ça va faire que nécessairement, je vais mettre des choses de côté, je vais mettre les besoins des autres de côté. Ça va impliquer des difficultés à porter une vision à plus long terme. La souffrance psychique, en général, ça réduit notre champ de vision à le ici et maintenant, comment faire pour gérer la quantité de souffrance qui est inhérente à moi. Donc, dans un contexte, soit d'être soi-même entrepreneur, soit d'avoir des salariés qui doivent porter avec nous une vision plus grande, tout ça va être nécessairement impacté, ça va diminuer la capacité à être ensemble dans cette vision plus grande. Et puis, ça va diminuer notre capacité à s'inscrire aussi dans une démarche plus d'engagement. C'est-à-dire que quand on a une souffrance interne qui est très profonde, notre conscience collective, elle est diminuée. Notre conscience individuelle, elle est très forte parce qu'il faut qu'on réponde à la douleur qui est là, qui est permanente, qui est ici. Et donc, du coup, notre capacité à nous connecter au vivant et à penser pour le vivant, à penser pour le reste de l'humanité, à penser pour les collectifs, elle est beaucoup plus faible, puisque toute notre attention est tournée vers nous au quotidien. Et donc, c'est en ça où je pense qu'aujourd'hui, les individus ont leur part à faire. Il y a une part que ne pourront faire aucune institution pour les individus. Et si chaque structure, la famille, l'entreprise, le politique, prend sa part, alors on déstigmatise les troubles psychiques et on permet une meilleure prise en charge. Et je veux bien qu'on aille sur la slide suivante. Alors, du coup, une fois qu'on a constaté tout ça et les impacts, qu'est-ce que l'on peut faire au quotidien? Donc ça, on souhaitait partager avec vous quelques pistes de solutions qui sont déjà des premières bases. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon.
Du coup, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'en termes de troubles psychiques, qu'on parle d'une dépression ou d'un trouble plus lourd, plus c'est pris en charge tôt, plus on se rétablit rapidement et profondément. Et une des choses aujourd'hui, c'est que si on laisse la santé mentale à l'intime et que ça reste quelque chose de honteux, que ça reste quelque chose dont on ne parle pas, alors on diminue la capacité de rétablissement. Donc ça veut dire, imaginons un salarié qui est en difficulté de burn-out, plus c'est pris en charge rapidement, plus il reviendra rapidement dans l'entreprise avec le moins de séquelles possible, plus ça traîne, plus ça aura des conséquences sur toute l'organisation du travail et plus la personne mettra du temps à s'en remettre. Donc ça a des conséquences évidemment en termes de souffrance pour lui et ça a des conséquences pour tout le monde. Et donc pour prendre en charge rapidement, aujourd'hui il n'y a personne à ma connaissance qui se dit « moi j'ai pas envie d'aider les autres, je m'en fiche qu'ils souffrent ». Donc en général le problème ne vient pas d'un manque d'intérêt, ça vient d'un manque de connaissances. On ne sait pas quoi faire. Comme on nous a toujours dit que la santé mentale, c'était quelque chose qui était intime, on ne sait pas comment parler de santé mentale à un salarié, on ne sait pas jusqu'où on a le droit d'aller, on ne sait pas quels sont les mots appropriés, quelle est la façon de faire, est-ce que si je suis son manager, je peux, ou est-ce qu'au contraire, je ne peux pas, est-ce que si je suis le collègue direct de cette personne, je peux pas, est-ce que si je suis le conjoint, je peux pas. Donc tout ça, comme on n'a pas de clarté d'information, on va être démunis, on va juste rien faire. Alors que demain, si votre collègue se tord la cheville, vous n'avez probablement aucune honte à lui proposer de l'aide. Vous savez exactement qui appeler. Peut-être même vous lui donnez le numéro de votre généraliste qui est 200 mètres plus loin. Peut-être même que vous l'emmenez directement. Donc, il n'y a aucune chape sur ça qui fait que quelqu'un avec une cheville cassée ne serait pas soigné. Et la santé mentale, c'est exactement pareil. Si quelqu'un avec une cheville cassée ne se soigne pas pendant 3 mois, éventuellement, il va réussir à remarcher, mais il aura toujours sa cheville qui est tordue. Il devra toute sa vie trouver des stratégies d'adaptation. Alors que si elle est prise en charge aussitôt, très probablement, il n'a plus rien dans les semaines qui suivent et la vie reprend son cours. C'est la même chose en termes de santé mentale. Si le trouble est pris rapidement, alors il y a un rétablissement qui est possible. Pour le prendre en charge rapidement, il faut qu'en tant que population en général, en tant que citoyen, on apprenne à mieux repérer les troubles psychiques. On se dit, c'est quoi les symptômes? C'est quoi qui doit commencer à m'alerter, à me dire, j'ai la sensation que moi, ou cette personne, ou mon conjoint, c'est peut-être pas juste une mauvaise passe, mais peut-être que là, on est en train de rentrer dans quelque chose qui est de l'ordre du trouble et qui a besoin d'un niveau d'aide qui est peut-être supérieur à juste en parler ensemble. Donc, apprendre à repérer, ça veut dire apprendre à repérer les différents symptômes. Donc, ça, c'est des choses qui s'apprennent. Ensuite, approcher. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est apprendre qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on doit dire, comment on parle, quelles sont les choses qui sont aidantes pour certains troubles et qui ne le sont pas pour d'autres. Donc, si je vous donne un exemple, c'est par exemple quelqu'un qui aura des phobies. Aujourd'hui, les recommandations, c'est de ne pas laisser la personne succomber à ses phobies. Imaginons, j'aurais une phobie, je ne sais pas moi, des araignées. Des araignées et j'ai peur qu'il y en ait au travail. Si Alexandra me dit, ne viens pas au travail quand tu es sûr que tu n'as pas peur, ce n'est pas du tout les préconisations qui sont recommandées aujourd'hui puisque la personne va se renfermer sur elle et sa phobie va augmenter. Aujourd'hui, ce qui est préconisé pour les phobies, ça va être de dire comment on peut trouver des expositions qui soient mesurées. Se dire, OK, on va aller ensemble au bureau et on va voir s'il y a une araignée ou pas et on va aider la personne à grandir dans sa capacité à faire face, dans son système nerveux, etc. Et donc ça, ce n'est pas forcément des choses qu'on connaît intuitivement. À moins qu'on ait eu à faire face ou qu'on ait des personnes dans notre entourage, c'est des choses qui s'apprennent, de savoir, en fonction de ce que vit la personne, quelles sont les attitudes les plus aidantes. Donc ça, c'est sur approcher. Et puis, évidemment, ni en entreprise, ni en tant que conjoint ou quoi que ce soit, on est supposé être la personne qui soigne. On peut être une personne qui repère, qui approche et qui oriente, mais c'est très souvent là où s'arrête notre rôle. Et donc, pour orienter, il faut qu'on puisse connaître les ressources qui sont disponibles. Tout le monde connaît le numéro du SAMU, personne ne connaît le numéro de SOS Suicide, par exemple. Et donc, de la même manière qu'on a tous appris un jour quel était le numéro des pompiers, quel était le numéro du SAMU, quels étaient les numéros importants, il faut qu'on puisse connaître quelles sont les ressources, quels sont les CMP autour, quelles sont les ressources qu'on peut appeler, juste même ce qu'on peut taper sur Internet pour être orienté, pour orienter la personne au mieux et lui donner des ressources. Et tout ça, ça va vraiment contribuer à déstigmatiser de manière générale la santé mentale pour qu'au lieu que ce soit un sujet qui soit lourd et qui soit de l'ordre de quelque chose qu'il faut cacher, que ce soit une discussion normale à avoir, tout comme quelqu'un se serait cassé le coude ou aurait une grippe ou une angine. Super, merci Claire. Alors, pour rentrer un petit peu plus dans les solutions concrètes, puisque là, dès lors qu'on accepte de passer à l'action, voilà quelques clés pour vous éclairer sur ce sujet, à savoir qu'on a décidé de structurer les choses de la partie réglementaire, donc qui est prévue par la loi, et après les choses qui le sont moins et qui sont apportées tant des professionnels que des particuliers. Claire, je t'en prie. Ouais.
Aujourd'hui, au niveau du Code du travail, le Code du travail met une obligation pour les employeurs de prendre en charge la santé physique et la santé mentale. C'est vraiment noté santé mentale dans le Code du travail des salariés, avec différents moyens, avec les moyens de prévention, avec des moyens de formation et des moyens d'accompagnement. Mais il n'existe pas une obligation de quel type de formation exacte ou de combien de temps il faudrait y dédier ou quoi que ce soit. Donc, il y a un cadre qui reste assez large. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on constate en tant que professionnels de la santé mentale, c'est qu'on est très probablement en train d'aller à un premier step où le gouvernement va mettre en place des obligations, notamment très probablement en commençant par les fonctionnaires, sur une formation qui s'appelle les premiers secours en santé mentale. Donc, si vous avez entendu parler de la formation Premier Secours, que vous avez peut-être même fait, si vous vous rappelez avec la position PLS, etc., il existe cette même formation pour la santé mentale qui a été déployée depuis 2018 en France. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que la façon dont les obligations se sont inscrites pour la formation au premier secours, on est dans un déroulé assez similaire, donc on imagine qu'il est fort probable que le gouvernement mette des quotas de tant de pourcentage dans telle entreprise de personnes qui doivent être formées à ces premiers secours en santé mentale pour devenir secouristes en santé mentale. Donc ça, c'est une présomption qu'on a beaucoup de professionnels de la santé mentale aujourd'hui. Et ensuite, donc, on a aussi des points qui sont non réglementaires et qui sont faciles et essentiels à mettre en place. Donc, Claire, je t'en prie, tu peux nous les présenter. Eh ben, ce qui semble être une des choses vraiment pour moi de base, c'est vraiment former les équipes de managers, les équipes en ressources humaines et former tout un chacun à mieux comprendre et connaître les troubles, à savoir les repérer, donc tout ce que je vous nommais tout à l'heure sur les différents troubles qui existent, et avoir un peu une stratégie simple à opérer pour enlever toute la chape de lourdeur de « Ah, mais je ne sais pas quoi faire ». Et donc ça va être vraiment former un maximum de personnes pour que ça devienne un sujet sur lequel on a des niveaux de base communs. Ensuite, on va avoir vraiment, au-delà de la formation des managers, sensibiliser les équipes et aller un peu avoir des systèmes de check, se dire qu'est-ce qu'on met en place dans notre équipe pour voir comment vont chacun, qui est le relais sur ces questions-là, par exemple. Et il va y avoir ensuite, évidemment, intégrer la santé mentale dans sa stratégie au total, donc qu'on soit entrepreneur seul, qu'on soit entrepreneur avec une grande équipe, se dire, OK, c'est probablement pas une formation de 2 jours qui va tout changer s'il y a des problèmes de stress importants dans mon entreprise. Qu'est-ce que ça voudrait dire et quels sont les petits pas accessibles qui fassent qu'au fur et à mesure des mois et des années, on vienne créer une culture du soin. Et une culture du soin qui ne soit pas lourde à porter, mais qui soit vraiment comme quelque chose, des petits changements d'habitude qui fait qu'au bout d'un certain temps, ça devient juste normal de parler de santé mentale, que ça devient normal de savoir où est-ce que c'est la part de l'individu de prendre soin de lui, où est-ce que c'est la part de l'entreprise de mettre des moyens, où est-ce que c'est un autre endroit où ça se joue, et où il y a beaucoup plus de clarté sur ça, et plus une espèce de grosse nébuleuse qui soit complexe à gérer. C'est sûr que quand on fait le lien, par exemple, avec les EPI, qui permettent de protéger physiquement dans les entreprises, ça a été mis en place grâce à de la réglementation, certes, mais aussi parce qu'il y avait eu des abus et des dérives. Donc, aujourd'hui, les EPI, personne ne les remet en question. Quand vous avez des métiers qui sont avec des gros impacts sur votre santé physique, les EPI, c'est obligatoire. Donc, c'est quelque chose qui est ancré dans les quotidiens d'entreprise. Et si la machine, néanmoins, est très dangereuse ou trop dangereuse, peut-être que c'est plus à la machine d'évoluer plutôt que de mettre l'équipement. Donc, en soi, les équipements mis en place dans les structures doivent être aussi adaptés par rapport à des choses plus structurelles qui peuvent avoir des impacts assez forts sur une santé mentale des collaborateurs. Et là, on va aller toucher à une organisation structurelle, à du management, on va aller toucher à des process. Et tout ça doit être pris en considération. Donc, vraiment, la stratégie dans sa globalité, c'est vraiment indispensable pour arriver à un bon équilibre. Et puis, je rajouterais une chose à laquelle moi je crois beaucoup, c'est plus on a d'impact, plus on a un rôle de leadership, plus notre santé mentale compte. Si vous avez déjà eu ou entendu des histoires de leaders qui pouvaient être plus manipulateurs ou ceci ou cela, c'est probablement des personnes pour lesquelles il y a une difficulté psychique à un moment donné. Et ça se répercute sur l'équipe et donc ça a un impact sur un grand nombre de personnes. Et donc aujourd'hui, l'idée n'est pas de shamer le manager en question, mais de se dire peut-être que cette personne qui a des comportements qui sont inappropriés et qui vont être souffrants pour les salariés, peut-être qu'elle-même, à la racine, on peut aller regarder comment la soutenir dans sa santé mentale. Et vraiment, il y a cette idée pour moi de plus on a de pouvoir et d'impact, plus prendre en charge notre santé mentale, c'est essentiel pour toute l'entreprise. Pas juste comme une question de bien-être individuel, et évidemment que je souhaite à tous les managers de pouvoir avoir le plus d'ancrage et d'aller bien, mais aussi parce que notre santé mentale, elle a
un impact sur toutes les personnes autour de nous. Si vous pensez aux périodes où votre conjoint, votre conjointe est en dépression, ça a un impact sur vous. Si vous pensez à un parent qui serait mal, ça a un impact sur nous, ça a un impact sur les enfants. Donc l'idée n'est pas de dire attention, vous avez un impact tout le temps sur tout le monde si vous allez mal, mais de dire prenons en charge ça tous ensemble, parce que plus on est relié à d'autres personnes, plus notre santé mentale va les impacter et réciproquement. Donc on est tous co-responsables de cette grande sphère de la santé mentale et de grandir dans ça, de se sentir à l'aise à en parler et à trouver des moyens. On peut faire le parallèle aussi avec des dirigeants, par exemple, d'État. Exact. Toute actualité récente n'est pas du tout visée dans mon propos, mais voilà, en tout cas, c'est des choses qui sont très concrètes. Plus on est haut, plus on a d'impact sur des hommes et des femmes, et plus, voilà, c'est des choses à prendre en compte. Et donc, sur les moyens mis en œuvre, en tout cas, nous, chez Bella Ciao, ça fait partie des choses que l'on a structurées et en lien avec Claire. Donc, aujourd'hui, on a structuré les choses avec 3 axes. Donc, Claire va rentrer dans le détail et on vous expliquera après les différentes étapes. Mais on a 3 offres pour pouvoir accompagner les individus, mais également les entreprises sur ce thème de la santé mentale. En premier, il y a la formation PSSM dont je vous parlais. PSSM, c'est Premier Secours en Santé Mentale. Donc ça, c'est pour devenir secouriste en santé mentale. C'est une formation citoyenne. Donc c'est une formation que vous pouvez, en tant qu'individu ou en tant qu'entrepreneur individuel, chercher sur le site de PSSM ou nous chercher nous et vous nous trouvez. Ou c'est une formation qu'on peut développer en entreprise pour un nombre spécifique de salariés. Et l'idée va être en 2 jours de grandir dans le niveau de connaissance, de savoir comment orienter, comment s'adapter, comment repérer les troubles psychiques. Ce n'est pas une formation où chacun va pouvoir amener ses cas individuels de moi, il se passe ceci, cela, mais c'est vraiment une formation de on grandit ensemble sur notre niveau de connaissance. Et donc, du coup, on a plus de capacité à repérer pour nous, dans l'entreprise et dans notre entourage, et à pouvoir s'adapter, à pouvoir réagir. Donc ça, c'est une formation, les premiers secours en santé mentale. Elle a été développée depuis 2018. Elle a été développée sur le même modèle que les premiers secours, mais adaptée à ce que prend la santé mentale de différent. Et donc, sur ça, c'est possible d'avoir des financements, notamment par son OPCO. La deuxième chose, ça va être l'accompagnement pour les situations complexes. Donc là, ça va être un accompagnement individuel plutôt pour les managers ou les RH. Donc, imaginons dans votre service, vous avez une personne dont vous vous dites, cette personne, je vois que ça ne va pas au travail, je soupçonne qu'il y a des troubles de santé mentale, mais je ne suis pas sûre. Et du coup, je ne sais pas exactement comment agir parce que si c'est de la santé mentale, ce n'est pas la même chose que si c'est de la mauvaise volonté. On va pouvoir prendre un temps, nous on appelle ça dans le domaine de supervision, pour explorer ensemble et que moi je puisse vous donner mon expertise et qu'on voit, ok, en fonction de ce que vous me décrivez comme symptômes, à quoi ça pourrait correspondre et quelle est la meilleure façon d'agir, donc en fonction de votre cadre, en fonction de votre capacité d'action et du fait il y a éventuellement un trouble psychique. Donc quels sont les différents angles qui peuvent être abordés. Ça peut être notamment utile quand on est dans une situation où il y a vraiment quelque chose à démêler avec un ou plusieurs salariés, où on se dit, je vois bien que toutes mes mesures en tant que RH, à part de l'éloignement, à part essayer de séparer les gens, je vois que l'impact est trop grand aujourd'hui et qu'il y a quelque chose d'autre, qu'il y a une racine qui me manque. Donc, aller regarder du point de vue de la santé mentale, ça peut permettre d'avoir un autre éclairage. Et puis ensuite, la partie conférence, c'est éventuellement pour toucher de manière plus large et se dire comment faire prendre conscience à mes salariés ou comment faire prendre conscience à une audience plus large de l'importance de mettre la santé mentale au cœur de nos réflexions au quotidien. Et que ce n'est pas si compliqué que ça, que ce n'est pas non plus quelque chose de lourd où il faudrait tous qu'on aille en psychothérapie 2 heures par semaine à partir de la semaine prochaine. Il y a des moyens vraiment de grandir sur ça qui sont plus simples que ça. Et donc, en conférence, ça peut permettre une prise de conscience plus large et de commencer à faire les petits déclics nécessaires à faire les pas suivants. Voilà, donc je vous ai représenté là le pôle santé mentale de l'agence, dans lequel il y a donc les éléments que Claire vous a présentés, et également des ateliers dédiés à certaines thématiques telles que l'éco-anxiété ou le développement plus individuel et humain. On traite notamment des sujets tels que la confiance en soi et la conscience et l'action. Donc voilà, c'est les thèmes que nous traitons aujourd'hui, et le pôle est en développement. Donc il y aura certainement d'autres profils qui nous rejoindront dans les mois qui viennent. Au niveau de l'équipe, avant de passer aux questions et aux réponses, donc je vous présente par ce visuel donc Emma et Elsa qui s'occupent de toutes les demandes entrantes de sollicitations pour les personnalités inspirantes, dont le thème de la santé mentale. Donc on a réparti la zone par zone géographique.
Donc, Emma est sur l'ouest et Elsa est sur l'est. Et vous aurez un lien, s'il y avait un projet dont vous souhaitez nous parler, vous aurez un lien dans lequel, qui vous sera donné dans le mail de clôture de ce webinaire avec le calendrier pour prendre un rendez-vous. Donc, on a des créneaux qui sont positionnés sur le mardi matin et le vendredi matin. Et donc, en fonction de votre zone géographique, vous serez reçu par Emma ou par Elsa pour vous accompagner dans votre projet et voir en quoi on peut vous accompagner au mieux. Et à présent, eh bien, écoutez, je vous laisse nous poser vos questions et on se fera un plaisir d'y répondre. Alors, Magali, qui lève la Eh main. ben oui, je vais Magali. commencer alors. Je suis désolée pour le décor, je suis dans la voiture. Merci, c'est intéressant comme introduction, c'est une sensibilisation qui est intéressante. Moi, je m'interrogeais, alors ça m'intéressait de participer là ce midi parce qu'on a une équipe d'une dizaine de personnes et donc plutôt avec la fonction manager où c'est toujours difficile de. Moi, ce qui me questionne, c'est comment on repère les signes avant-coureur. On essaye de bien faire, alors certainement qu'on peut faire beaucoup mieux pour qu'il y ait une bonne ambiance, pour être à l'écoute, pour faire des entretiens réguliers avec les uns et les autres, pratico-pratiques sur le travail, mais aussi sur leur, sur leur, sur leur ressenti émotionnel et comment ils se sentent. Mais c'est vrai que les signes ne sont pas toujours faciles à percevoir. Et du coup, je suis assez intéressée sur la formation premier secours santé mentale. Alors, je ne sais pas si c'est auprès d'Alexandra ou auprès de qui il faut se tourner, mais voilà, je suis très intéressée. Merci Magali. C'est ce que je vous disais juste avant sur la prise de rendez-vous pour parler du projet, pour qu'on puisse éclairer si la formation est quelque chose qui t'intéresse. À ce moment-là, après, on fait le lien avec Claire pour la mise en œuvre. Donc, faut pas hésiter. Et puis, Claire, si tu veux répondre sur les premiers signes. Sur repérer, alors c'est ça qui est complexe dans les dynamiques de santé mentale, c'est que pour certaines personnes, ça va n'être apparent que quand le trouble est déjà bien installé, surtout dans le cadre du travail. Dans le travail, on a appris que c'était des endroits sur lesquels il fallait quand même diminuer, baisser autant que possible le niveau de nos émotions. Alors c'est possible jusqu'à un certain niveau, on le sait tous. Et donc du coup, les signes vont être plus difficiles à repérer. Moi, je pense que ce qui est intéressant, en tout cas ce que je vois sur les premiers secours en santé mentale, c'est intéressant que les managers à l'évidence soient formés, mais aussi d'autres personnes de l'équipe. Parce que les managers vont avoir un rôle spécifique dans lequel la personne ne va peut-être pas se comporter exactement de la même façon que quand elle est au total dans les bureaux, que les gens la voient passer, etc. Et donc moi, je pense que c'est intéressant dans une entreprise d'avoir différents niveaux de repères, puisqu'on ne s'adresse pas à la même personne et on ne va pas donner à voir en fonction du rapport qu'ont les personnes à nous. On ne va pas donner à voir les mêmes choses et les symptômes les plus évidents vont être vus en général par les personnes avec lesquelles on a le moins de lien hiérarchique. Donc, c'est pas toujours vrai, mais en tout cas, ça se révèle souvent assez vrai. En général, en face de son manager, on va réussir à tenir à peu près les choses. Et en face de ses collègues ou de gens qu'on ne connaît pas vraiment, les gens vont voir et vont se dire, mais là, il y a des comportements, on voit bien que cette personne, elle arrive tout le temps plus ou moins en retard, ou elle a des comportements étranges, elle a tout un tas de placements de ses affaires, etc. Est-ce qu'il y aurait des phobies, est-ce qu'il y aurait des choses comme ça derrière? Donc, en tout cas, moi, ce que je préconiserais aujourd'hui, c'est de se dire comment dans les équipes, il y a différents niveaux pour qu'il y ait vraiment des regards à différents endroits. Ok, merci. Je peux me permettre juste de rajouter, du coup, c'est vrai que le manager, il peut repérer, mais c'est vrai que d'en former d'autres, c'est bien parce que quand c'est le manager qui flanche, c'est bien de le repérer aussi, quoi. Exactement, oui. Oui, Nicolas? Oui, merci beaucoup pour cette présentation, Claire et Alexandra. Je trouve ça passionnant. En fait, c'était plus pour faire un parallèle avec le coaching professionnel, où il y a une dimension parfois qui est vécue comme honteuse ou presque un échec à un manager à qui on va proposer un coaching professionnel, à là où ça peut être perçu aussi comme un cadeau. Mais il y a un peu cette idée, je pense, un peu inconsciente, qui serait que plus on monte en responsabilité dans les hiérarchies, et plus on devrait être une sorte de super-héros, Superman ou Superwoman, tout savoir sur tout et donc tout savoir faire tout seul et avoir une santé mentale au top. Et je sais pas, il y a ce parallèle auquel j'ai été sensible en fait dans votre présentation, Claire, sur la dimension. Plus on monte dans la hiérarchie et plus aussi c'est important de prendre en compte ça. Et je fais ce parallèle avec le coaching pro parce que
ça me semble vraiment très très clair qu'il y a quelque chose un peu de sortir de la sphère de l'intime, comme vous le disiez, sortir de cette dimension quasi honteuse, là où par ailleurs, par exemple dans le domaine du sport ou de l'aventure, etc., c'est très admis que un sportif aux Jeux Olympiques, bah, il doit avoir besoin d'accompagnement, de préparateur mental, d'accompagnateur dans le domaine de la santé mentale pour performer. Et alors, je partage aussi une intuition qui est que en fait un petit peu la participation au webinaire d'aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est peut-être davantage pris en compte chez les femmes que chez les hommes. Et il y a ce truc un peu du mythe du super-héros où je dois tout faire, tout savoir faire tout ça. Et accepter sa vulnérabilité, c'est un truc qui n'est pas encore si simple que ça pour notamment les managers hommes, je pense. Donc, voilà, petite réflexion comme ça. Oui, moi je vais aussi dans ce sens-là. Je pense qu'aujourd'hui, la construction de la masculinité, c'est fait sur le fait de ne pas parler de santé mentale, comme si quelqu'un était capable de ne jamais avoir une seule grippe de sa vie, quelqu'un pourrait ne pas avoir de dépression s'il n'en a pas envie. Et donc il y a vraiment des discours ambiants qui vont aller dans le sens d'une très grosse stigmatisation de la santé mentale, comme si c'était lié à la volonté. Alors c'est pas du tout lié à la volonté. En l'occurrence, il y a des taux hormonaux qui changent très précisément. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont purement physiologiques. Et aujourd'hui, la construction de la masculinité, c'est fait sur le fait de ne pas être en lien avec ses émotions, de ne pas prendre en charge sa santé mentale. Et donc, effectivement, il y a un conflit aujourd'hui et ça nécessite, pour moi, prendre en charge la santé mentale. Pour un homme, ça nécessite d'aller se poser comment on s'est construit dans sa masculinité et comment on peut aller redéconstruire et construire ça. Donc, c'est évidemment un travail qui semble peut-être plus long que pour beaucoup de femmes pour lesquelles c'est plus admis qu'on pourrait être fragile si on veut associer la santé mentale à une quelconque fragilité. Donc ça, c'est sûr qu'il y a différents enjeux à aller regarder qui vont ensemble. Et très souvent, la masculinité, elle est liée à beaucoup de... La construction de la masculinité telle qu'on l'a connue, elle est liée à beaucoup d'enjeux qui doivent bouger aujourd'hui. Et donc, effectivement, ça va être des façons différentes de prendre en charge éventuellement. Et moi, effectivement, je pense que ça me paraît aberrant qu'aujourd'hui, les joueurs de poker, ils aient un accompagnement sur leur alimentation, sur leur santé mentale, etc., mais pas les leaders politiques. Les leaders politiques, on les laisse aller tout feu, tout flamme. Je ne vois même pas, au-delà de mon adhésion ou pas à leur valeur, je ne vois même pas comment quelqu'un avec un si haut niveau de responsabilité, avec un peu de compassion pour cette personne, comment on peut la laisser fonctionner seule sans avoir un soutien précieux pour dire, mais on a besoin que ta santé mentale soit vraiment... sécurisé, que tu ne sois pas mis à mal en permanence parce que tu vas prendre des décisions qui impliquent tout le monde. Et donc, du coup, moi, ça me paraît flou, autant pour la personne que pour les décisions qui sont prises derrière. Aujourd'hui, c'est quand même là où on en est. Donc, c'est en ça où je pense qu'on a un rôle à contribuer à une culture qui déstigmatise et à dire comment est-ce qu'on peut se mettre à parler de ces sujets-là comme des choses normales de la vie qui nous arriveront tous à un moment et qui arriveront aux autres sans que ce soit des choses honteuses. Il y a vraiment comme quelque chose d'important en tant que citoyen. Pour moi, on a une responsabilité citoyenne à enlever une chape autour de ça. Merci Nicolas pour ce partage. Est-ce que quelqu'un a une question? Est-ce qu'il y a des questions qui ont été écrites dans le chat? Il y a Catherine. Merci beaucoup Catherine et Sylvie pour... Catherine est partie, elle devait nous laisser. Et Théa, merci Théa en tout cas pour votre commentaire. Super, merci beaucoup. Merci pour ces enthousiasmes. Est-ce qu'il y a une dernière question peut-être? Ah voilà, l'articulation de la formation de 2 jours. Merci Sylvie, on va y répondre. Donc la formation de 2 jours de PSSM, elle va vraiment aller baliser les troubles les uns après les autres avec un trouble qui serait installé à plus long terme et les crises. Donc on va voir le trouble dépressif avec les différentes formes de dépression et la crise dépressive, ça se traite différemment. On va voir les troubles anxieux et les crises liées à l'anxiété, donc qui sont les attaques de panique. On va parler des troubles psychotiques, donc en général qui peuvent être les troubles sur lesquels il y a le plus de... on a vu beaucoup de films, on a eu beaucoup d'idées ou quoi que ce soit. Quels sont réellement les troubles psychotiques, quel est leur impact, quels sont les symptômes et quelles sont les crises liées aux crises psychotiques. Et puis, les troubles liés à la consommation de substances. La formation est faite avec des déroulés pédagogiques qui vont s'appuyer sur des personnes qui sont plus visuelles, d'autres qui sont plus auditives, d'autres qui sont plus mentales, d'autres qui réagissent mieux au groupe. Donc, toutes les 20 minutes environ, on a un changement de système pédagogique pour qu'un sujet qui peut apparaître comme lourd reste assez rythmé et qu'on ne s'apesantisse pas sur
soudainement ce que ça vient nous faire toucher personnellement, parce qu'évidemment, parler de crise suicidaire, parler de troubles anxieux, ça va nous rappeler des choses qu'on a vécues dans notre entourage, que les personnes vivent. Donc, la formation est articulée de manière à ce qu'on puisse avoir la place d'apprendre sans que les situations individuelles prennent trop de place à cet endroit-là, et où on puisse vraiment ressortir avec une forme de clarté de « Ok, c'est ça les différents troubles, c'est ça la façon d'agir quand on est en crise, et c'est ça la façon d'agir quand on est hors crise. » Super, merci Claire. Eh bien, écoutez, si on peut prendre une dernière question, éventuellement, et sinon, on vous transmettra toutes les informations à l'issue de ce webinaire. On a vos mails, on vous transmettra une dernière ou pas? Non, il n'y en a pas. Hein. OK. Donc voilà, on va vous transférer toutes les informations. Donc déjà la présentation, le lien pour une prise de rendez-vous pour parler de votre projet, et puis si vous avez un besoin en formation premier secours en santé mentale ou pour toute autre sollicitation. Et encore un grand merci pour votre présence et votre intérêt pour ce sujet de la santé mentale. Je suis vraiment très heureuse que vous ayez été présents et présentes avec nous aujourd'hui pour ce lancement de ce pôle. C'est un point important pour nous et voilà, je suis très contente. Voilà, merci beaucoup. Est-ce que Claire, le petit mot de la fin? Merci à vous. Moi, c'est un sujet qui me passionne, donc je suis ravie de savoir qu'on était plusieurs à avoir envie d'en parler aujourd'hui, et puis je serais ravie de pouvoir continuer avec vous, voir comment vous soutenir vous et soutenir vos équipes à ce que ce soit un sujet qui devienne aussi léger qu'une cheville tordue. Merci à vous. Merci beaucoup et belle journée à tous et à toutes. Bonne journée à tous. Bonne journée. Au revoir. Alors, je vais arrêter la prise. Hop. Alors, l'enregistrement, je coupe. Arrêter.